Et pour le groupe RRDP, la parole est à Monsieur Jacques Moignard. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, Mesdames les Présidentes, comme nous l'avons rappelé, les événements tragiques que nous venons de vivre, la France et d'autres pays de l'Union européenne est aujourd'hui confrontée au basculement de plusieurs centaines d'individus dans l'engagement radical violent, le plus souvent en lien avec des filières qualifiées de djihadistes. C'est sans relâche et avec détermination sans faille que nous devons poursuivre la lutte contre les actions terroristes déployées sur notre propre territoire, mais aussi sur les théâtres d'opérations à l'étranger. Je ne peux continuer sans voir ressurgir dans nos consciences les mots qui ont occupé les minutes qui viennent de s'écouler à cette tribune. Émouvants, vibrants, chaleureux et sensibles, ces mots prononcés, ces phrases distillées avec conviction et autorité reflètent la sensibilité profonde du peuple de France. Monsieur le Premier ministre, vos propos constituent, de par leur éclat et leur force, le socle du fait républicain. Cette République vit de ses convictions évoquées et son exaltation correspond en toute partie à cette détermination sans faille. Parce que sur des territoires irakiens et syriens qu'elle contrôle, une organisation terroriste armée, Daesh, issue d'une branche dissidente d'Al-Qaïda, s'est autoproclamée depuis juin dernier l'État islamique en Irak et au Levant. Devenue l'organisation terroriste la plus puissante dans la région, elle représente un danger à plus d'un titre. Un danger par son idéologie d'abord. Sous couvert de principes islamiques, Daesh prône une doctrine mafieuse et criminelle pour asservir les populations sous son contrôle. Elle y parvient en menant une épuration ethnique et religieuse aux conséquences humaines et humanitaires désastreuses. En exécutant presque systématiquement les militaires et miliciens des armées irakiennes et syriennes, fait prisonniers, ainsi que les rebelles syriens, en massacrant des civils, notamment les yézidis ou des tribus sunnites hostiles à l'État islamique, quand ce ne sont pas des otages occidentaux, les méthodes d'exécution barbares sont toujours les mêmes, fusillades, décapitations et crucifiements. Si bien que, et à juste titre, le UI est accusé de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité par l'ONU, la Ligue arabe, les États-Unis et l'Union européenne. Cette organisation représente ainsi un danger par l'immense territoire qu'elle a désormais sous contrôle. Depuis juin dernier, le UI s'est lancé dans un processus de conquête territoriale fulgurant. D'abord en conquérant Mossoul et avec elle toute la province de Ninive, puis l'ouest de la province de Kirkouk, le nord de la province de Salah ad-Din, dans la ville de Tikrit, ainsi qu'Al-Qaïm, son poste frontière, puis Tal Afar. En août, c'était au tour de Kurdistan irakien de tomber, ainsi que plusieurs villes, dont Zoumar, Sinjar et Karakosh. À ce jour, l'organisation terroriste a donc étendu son influence sur environ un tiers des territoires irakiens et syriens, un tiers, en contrôlant les principaux points de communication et axes stratégiques que sont les villes, fleuves et postes frontières. C'est sur ce vaste territoire que depuis le 29 juin dernier, l'État islamique en Irak et au Levant a rétabli le califat avec à sa tête Abu Bakr al-Baghdadi, proclamé calife sous le nom d'Ibrahim. Dans cette expansion terroriste, ce sont désormais Alep et Bagdad qui sont visés, puisque Daesh ambitionne d'établir à terme un califat ancré sur un vaste territoire allant du Levant, Syrie, Liban, Jordanie et Palestine, à l'Irak. Cette organisation est un danger car elle dispose de moyens financiers et d'une force combattante considérable. Sans une fortune estimée, je dis bien estimée, à 2 milliards de dollars, alimentée par des sources de financement divers de donateurs privés, du butin de la Banque centrale de Mossoul, de l'exploitation des puits de pétrole et du racket récolté dans les zones sous contrôle, l'EI ne pourrait mener ses actions barbares. Il ne pourrait pas non plus y parvenir sans une force combattante d'environ 30 000 individus venus d'Irak, de Syrie pour la plupart, et d'Occident. De rappeler à ce titre que la loi que nous avons votée en décembre, ça a été rappelé, visant à renforcer les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, trouve dans ce contexte toute sa justification. Car en mettant en place une interdiction administrative de sortie du territoire, elle fera obstacle à ce que des Français, souvent très jeunes, quittent le territoire national pour apprendre la lutte armée ou pour se radicaliser davantage et deviennent à leur retour un danger pour la sécurité nationale.
Daesh fait donc montre par son organisation, ses méthodes et ses objectifs d'une dangerosité exceptionnelle qui a pris en quelques mois une ampleur considérable. Face à cette menace durable pour toute la région du Proche et Moyen-Orient et du monde, la France n'a pas tardé à réagir. Il est utile à cet instant de préciser parmi les 7 principes directeurs de l'engagement de nos forces armées à l'étranger, tel qu'édicté dans le livre blanc de la défense en 2013, notamment caractère grave et sérieux de la menace contre la sécurité nationale ou la paix et la sécurité nationale, et définition de l'engagement dans l'espace et dans le temps. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, définition de l'engagement dans l'espace et dans le temps. Dans ce contexte, en parallèle avec les frappes aériennes américaines menées début août contre l'EI dans le nord de l'Irak, frappes aériennes américaines dont il convient de rappeler qu'elles constituent le premier contributeur, la France venant tout de même en 2e position. Notre pays a commencé par envoyer de l'aide humanitaire aux réfugiés fuyant l'avancée de l'État islamiste. Puis elle a livré des armes aux forces kurdes et irakiennes en première ligne dans le combat contre les djihadistes. À la demande du gouvernement irakien, dans le cadre des résolutions adoptées à l'unanimité, il faut le rappeler à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies, une large coalition internationale s'est formée. La France a pris l'initiative d'organiser à Paris, il faut le rappeler, le 15 septembre dernier, une conférence internationale pour la paix et la sécurité en Irak, réunissant quand même 29 pays et organisations, dont 11 États de la région. Elle a souligné l'urgente nécessité de mettre un terme à la présence de l'EI dans les régions où il a pris position en Irak. Dans cette perspective, les participants se sont engagés à soutenir, par les moyens nécessaires, le nouveau gouvernement irakien dans sa lutte contre l'EI, à la fois par une aide militaire appropriée correspondant aux besoins exprimés par les autorités irakiennes et dans le respect du droit international et de la sécurité des populations civiles. Ils ont exprimé leur attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Irak, en apportant leur plein soutien à son nouveau gouvernement. De même, les partenaires internationaux ont condamné les crimes et les exactions massives commises contre les populations civiles, y compris les minorités les plus vulnérables, qui peuvent être considérées comme des crimes contre l'humanité. 4 jours seulement après la conférence, la France lançait l'opération Chamal, composée de 800 militaires dotés d'un dispositif important avec 9 avions Rafale, 6 avions Mirage, un ravitailleur, un avion de patrouille maritime et une frégate antiaérienne. La France, je le rappelle, je le disais tout à l'heure, est le deuxième pays en capacité militaire à participer à la coalition. Cette opération, toujours réalisée en étroite coordination avec nos alliés présents dans la région, vise à acquérir du renseignement sur les positions, les mouvements et les vulnérabilités des terroristes, tout en se tenant prêt à assurer des frappes en cas d'identification de cibles d'opportunités au sol. Très active, elle a permis des avancées significatives. Récemment, durant les 2 dernières semaines, la force Chamal a ainsi réalisé 45 missions aériennes au cours desquelles 8 frappes ont permis la neutralisation d'une dizaine d'objectifs au sol. C'est alors que le 24 décembre, l'une d'entre elles a été réalisée dans la région de Kirkouk sur un bâtiment abritant des combattants de Daesh et que le 2 janvier, 2 aéronefs sont intervenus dans la même région pour neutraliser les terroristes ainsi qu'un poste de combat. Au final, dans cette véritable guerre d'usure, les frappes aériennes de la coalition commencent à porter le fruit. Ainsi que l'évoquait M. le ministre de la Défense, en Irak, l'armée terroriste piétine donc contre la ligne de défense des Peshmerga. Elle recule même dans certains cas face aux forces de sécurité irakiennes. Et M. le ministre de rajouter, en somme, l'offensive de Daesh a été arrêtée, mais le mouvement de recul n'a pas été engagé. Grâce à l'appui de ces frappes, les forces kurdes irakiennes ont pu, par exemple, infliger récemment un sérieux revers à l'État islamique dans la région de Sinjar. Ces dernières ayant lancé en décembre leur plus importante offensive afin de reconquérir un territoire d'environ 2000 km². Daesh est donc en difficulté sur plusieurs fronts. Le groupe a dû se retirer de certains territoires d'Irak, conquis l'été dernier, au sud de Bagdad, à l'est, près de la frontière avec l'Iran, au nord, au Kurdistan. Il n'en demeure pas moins que malgré ces avancées significatives, l'EI constitue toujours une menace grave pour l'Irak, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale. Faire face à une telle menace nécessitera donc une action sur le long terme de la part de la communauté internationale et en son sein de notre pays. Par conséquent, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste soutient la prolongation de l'intervention des forces françaises en Irak. Je vous remercie. Merci, Monsieur Moignard.